鬼岛之音 Ghost Island Media. Bonjour, ici Aurélien Rossanino pour Ghost Island Media. Je suis journaliste culturel à Taïwan. J'écris sur la scène musicale indé taïwanaise, sur la culture et sur la subculture. Et je reçois aujourd'hui Pierre-Yves Beaubry, très impliqué dans le partage de la littérature taïwanaise dans le monde francophone. La différence, c'est qu'avec la démocratisation de Taïwan, aujourd'hui, il n'y a plus de limite à cette transmission. Et il y a eu, au fil des ans, une redécouverte par les Taïwanais, par les auteurs eux-mêmes, par les lecteurs également, de tout ce qu'ils ignoraient avant et qui est relu avec l'appellation de littérature taïwanaise aujourd'hui. Depuis notre studio à Taipei, je vous propose dans ce podcast des interviews d'actrices et d'acteurs culturels francophones. Nous vous emmenons donc en balade culturelle franco-taïwanaise. Bien avant de rencontrer Pierre-Yves Beaubry à Taipei, il y a à peu près 2 ans, je le croisais souvent sur les réseaux sociaux. C'est que Pierre-Yves est en charge de 2 sites internet qui ont pour sujet Taïwan. Le premier est le très officiel Taïwan Info qui dépend du ministère des Affaires étrangères et permet au gouvernement taïwanais de communiquer avec les francophones du monde entier autour de sa politique. Et le second est lettres-de-taïwan.com, site de référence sur la littérature taïwanaise que le plus actif des internautes français de Formose a bâti sur ses heures de loisirs. Mais la promotion des lettres de notre île bien-aimée par Pierre-Yves Beaubry ne se fait pas toujours dans la virtualité du web, puisqu'il a été amené à participer à 2 anthologies de nouvelles, le hors-série numéro 1 de la revue Gentaiyu, qui comprend aussi des poèmes parus en 2016, et les nouvelles de Taïwan dans la collection miniature des éditions Magellan et compagnie, qui a été publiée en 2018 avec une très belle couverture rose décorée de fleurs aka. Une anthologie qui est encore bien distribuée. Moi-même, je l'ai achetée cette année dans une librairie en France, sans avoir eu besoin de la commander, elle était en rayon. On pourra d'ailleurs en parler avec Pierre-Yves. Il y a maintenant des rayons Taïwan dans les librairies françaises. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Aurélien. Merci d'être ici dans les studios de Ghost Island Media. Merci de m'accueillir. Alors tu es à Taïwan depuis plus de 16 ans, mais c'est un pays, je crois, que tu connaissais déjà avant de t'y installer. Évidemment, question évidente, qu'est-ce qui t'a mené à Taïwan ? Mais je vais quand même compléter ma question par qu'est-ce qui attirait les jeunes expatriés français vers Taïwan dans les années 2000 ? Car la situation de l'île a évidemment beaucoup évolué depuis ton arrivée. Alors, en 2003, alors que j'habitais et je travaillais encore en France, je suis venu à Taïwan en vacances, des vacances assez mémorables puisqu'elles se sont trouvées en même temps que l'épidémie de SRAS. Donc, c'était assez particulier d'être en vacances pendant une épidémie qui est comparable à celle du Covid, en tout cas par certains aspects. Mais c'est ensuite, j'ai un peu oublié Taïwan en fait. Par la suite, c'est en Chine que je suis parti quelques années plus tard pour travailler, à Pékin d'abord, puis à Shanghai. Et je travaillais en Chine pour un magazine local qui était centré sur l'hôtellerie. Donc rien à voir avec la littérature. Et je n'ai pas non plus une formation très littéraire, même si j'aime lire. Et puis, à l'époque, Pékin et puis surtout Shanghai m'en ont mis un peu plein la vue. Et Taïwan m'était un peu sorti de la tête. Et c'est une rencontre amoureuse qui m'a amené à Taïwan en 2008, ce qui est assez commun puisque de nombreux étrangers qui viennent à Taïwan ou qui y restent sont là parce qu'ils ont fait la rencontre d'une Taïwanaise ou d'un Taïwanais. Plus rares sont ceux qui viennent pour des études ou directement pour travailler pour une entreprise étrangère. Comparé à la Chine, tu veux dire ? Voilà, par rapport à Shanghai ou à Hong Kong ou même à Singapour, où il y a beaucoup de profils d'expatriés, au sens plein du mot. À Taïwan, il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes qui arrivent grâce à des histoires de vie, des rencontres, et puis qui s'installent parce que le pays leur plaît. Plus romantique, donc. Voilà, on va dire ça. Et puis, moi, j'ai eu un peu de chance. J'ai pu trouver du travail assez rapidement, ce qui est, à l'époque, c'était pas forcément évident.
Parce que l'île attirait moins en 2008 quand je suis arrivé. C'était vraiment le boom de l'économie chinoise et la plupart des étrangers, même qui avaient habité, en tout cas certains étrangers qui avaient habité à Taïwan et qui avaient travaillé dans les années précédentes, eux faisaient le chemin inverse. Ils partaient de Taïwan pour aller travailler en Chine et suivaient de grands groupes multinationaux qui fermaient leur siège régional de Taipei pour le réinstaller à Shanghai ou à Hong Kong ou à Pékin. Et donc moi, j'allais à contresens quand je suis arrivé à Taïwan. Il faut dire que la Chine était un peu plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui dans les années 2000 en termes de liberté individuelle. Voilà, j'y suis pas revenu très récemment, donc je m'abstiendrai de commenter, mais en tout cas, à l'époque, il était facile d'arriver en Chine, même d'y trouver un travail très facilement, même si on ne parlait pas 2 mots de mandarin. Donc c'était une époque un peu particulière. Et moi, je suis arrivé à Taïwan en 2008, donc j'ai trouvé rapidement un travail, ce qui m'a permis d'y rester, et j'y suis toujours. Et en 2013, tu as créé le site Lettres de Taïwan, donc ça fait 5 ans après ton installation à Taïwan. C'est un site qui est toujours actif aujourd'hui, bien sûr, et qui recense les livres en français de ou sur Taïwan. Tu me dis si je me trompe. C'est bien ça. Et dans lequel on trouve aussi des articles donc de fond, des interviews d'auteurs, des chroniques. Tu n'es pas la seule plume de ce site, tu as des collaborateurs, mais tu as quand même écrit une grosse partie du contenu qu'on trouve en ligne sur Lettres de Taïwan. Et à l'époque, 2013, on ne peut pas dire que Taïwan était vraiment connu des francophones pour sa littérature, et même peut-être de toi, puisque tu dis que tu ne connaissais pas très bien Taïwan et que tu n'avais pas tellement Taïwan dans le viseur. Bah alors, sur ce point-là, j'ai une petite histoire peut-être amusante. En 2003, la première fois où je suis venu donc, pour des vacances, j'étais passé dans une grande librairie parisienne pour chercher des romans sur Taïwan pour pouvoir lire avant mon voyage ou dans l'avion. Et il n'avait qu'un seul ouvrage, il n'avait qu'un seul roman taïwanais qui était Garçon de cristal de Bai Xianyong. Et c'était un livre qui était perdu au milieu de l'ensemble de la littérature chinoise, dont la sélection était d'ailleurs assez maigre également. Voilà, donc c'était ma première impression, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'auteurs qui avaient été traduits en français, puisqu'il y en avait un seul qui était disponible directement à la vente dans une grande librairie, donc c'était un peu étonnant. Quand je suis arrivé 5 ans plus tard à Taïwan en 2008, j'ai pas tout de suite pensé j'ai d'abord cherché à bien m'insérer dans mon travail, etc. Et puis quelques années plus tard, j'ai eu l'idée, donc en 2013, de créer ce site Lettres de Taïwan. Il y avait un peu plus à se mettre sous la dent déjà à l'époque, puisque au début des années 2000, enfin pendant toutes les années 2000, il y avait eu des publications de livres écrits par des auteurs taïwanais tels que Li Yang, Wang Wenqing, Zhang Tachun ou Huang Chongming. Donc, ce sont des auteurs qui ont publié à Taïwan dans les années 70-80 et qui ont été traduits en français dans les années 90-2000 à peu près. Et on trouvait aussi même des auteurs un peu plus particuliers. Il y avait le livre Les Survivants de Wu Re qui venait de paraître chez Actes Sud juste à l'époque, en 2013. D'autres comme Xiaman Rapongan, qui est un auteur autochtone de l'île des Orchidées, la Nue, et où Wu Mingyi aussi commençait à être accessible en français. Donc c'était une époque où on commençait à avoir un peu plus de diversité dans les traductions françaises d'auteurs taïwanais. Mais c'était souvent dans des petites maisons d'édition et les livres étaient assez mal distribués dans l'ensemble. Ce qui fait que j'ai eu l'impression au début qu'il y avait peu de choses quand même qui étaient disponibles, accessibles. C'est pour ça que j'ai fait une petite recherche bibliographique, voir tout ce qui avait été traduit et tout ce qui était paru. Et je me suis rendu compte que la liste était bien plus longue que ce que je pensais initialement. Donc c'est un peu le point d'origine du site Lettres de Taïwan, c'était de mettre à disposition la bibliographie de l'existant, à la fois en littérature traduite, et puis je l'ai élargi à l'ensemble des livres qui parlent de Taïwan. Il me semblait à l'époque qu'il n'y en avait pas beaucoup en français, donc ça faisait pas beaucoup de travail en plus de rajouter ça. Donc ça, c'était une volonté donc de de partager avec d'autres personnes intéressées ce que j'avais pu moi trouver à travers mes petites recherches personnelles.
Et donc, ça partait d'une idée assez modeste, ou en tout cas très limitée au début. Et puis, j'ai vu en ligne un site qui s'appelait Lettres de Malaisie, qui avait été créé par un Français vivant en Malaisie, qui s'appelle Jérôme Bouchot. Et j'ai tout de suite contacté. Je lui ai demandé si je pouvais reprendre la même formulation pour le titre du site et la même organisation à peu près. Alors, il a accepté avec enthousiasme, et c'est ainsi que le site a été lancé. Et puis, comme tu l'as mentionné, plus tard, il y a d'autres personnes qui ont collaboré ponctuellement à des contenus, donc soit des interviews d'auteurs taïwanais ou de traducteurs, mais aussi des critiques ou des recensions d'ouvrages, et puis voire même la publication sur le site de quelques traductions faites par des traducteurs amateurs ou professionnels, peu importe, mais qui trouver un moyen de partager aussi ce qu'ils avaient traduit. Donc, ça s'est enrichi au fil des années. Tu dirais qu'à l'époque, tous les auteurs que tu as mentionnés, ils étaient bien identifiés comme étant des auteurs taïwanais, ou est-ce que ça se perdait, comme tu le disais au début, encore dans la littérature chinoise? Ça se perdait, je pense, encore largement dans la littérature chinoise, à la fois dans la présentation dans les librairies françaises, en raison aussi à cause de leur inclusion dans certaines collections ou dans certaines maisons d'édition qui présentaient plutôt cela comme de la littérature chinoise, ou en tout cas qui publiaient aussi de la littérature chinoise dans ces mêmes séries ou collections. Et aussi, je pense, un peu à cause de la manière dont les Taïwanais eux-mêmes projetaient à l'étranger leur propre culture, en particulier leur littérature. Et on parlait de l'existence dans les librairies françaises de sections dédiées à la littérature taïwanaise dans les rayonnages. Mais même à Taïwan, jusqu'à assez récemment, jusqu'à quelques années, dans les grandes librairies taïwanaises, les grandes chaînes de librairies, la littérature taïwanaise n'était pas identifiée en tant que telle. Et elle était inclue dans la littérature en mandarin, en chinois, et dans laquelle on pouvait trouver aussi des auteurs de Chine, de Singapour, de Malaisie, etc. D'accord. Et puisque tu parlais de Wu Mingyi, je sais que tu as une affection particulière pour Wu Mingyi, parmi d'autres, hein, sûrement. Mais c'est vrai que sur le site Lettres de Taïwan, il y a pas mal de contenu sur Wu Mingyi. Il y a une belle part qui est faite à cet auteur. Comme ça nous permet de parler d'un en particulier. Est-ce que tu peux nous présenter un peu sa littérature? Alors oui, Wu Mingyi, c'est sans doute son traducteur français qui en parle le mieux, en tout cas en français. Il s'appelle Gwenaël Gafrique. Il a traduit en français 3 ouvrages, 3 romans de Wu Mingyi, plus quelques nouvelles. Et il lui a également consacré une monographie, qui est la première à avoir été consacrée à cet auteur taïwanais dans une langue étrangère. Et ce livre s'appelle « La littérature à l'ère de l'Anthropocène ». Il a été publié chez l'Asiatech. Et donc, c'est vraiment, si on est intéressé par Wu Mingyi, il ne faut pas hésiter à lire, à se plonger dans cet ouvrage et puis dans ces romans qui ont été traduits. Alors, Wu Mingyi, moi, j'ai tout de suite accroché en fait en lisant le premier livre qu'avait traduit Gwenaël Gafrique et qui s'appelle Les lignes de navigation du sommeil, alors, qui est un récit où l'auteur revisite l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la colonisation japonaise de Taïwan, de ces dernières années. Et dans le récit, il y a un enchevêtrement du réel, des rêves, des croyances, du surnaturel, mais aussi des souvenirs et de la difficulté de les transmettre d'une génération à l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans la manière dont le livre était construit et je trouvais ça très intéressant. Et puis ensuite, il y a 2 autres romans qui ont été publiés en français. L'Homme aux yeux à facettes, qui est un roman, une fable, on peut dire, une fable fantastique où un vortex de déchets en plastique et autres vient s'échouer sur la côte orientale de Taïwan et ça provoque ensuite tout un tas de retournements de situation chez les personnages principaux qui doivent renouveler leur relation avec la nature et les uns avec les autres. Donc c'est un très joli livre. Et puis le dernier à être paru, c'est Le magicien sur la passerelle
Donc on voit encore, rien qu'avec le titre, la notion de magie, d'un peu de surnaturel. Côté réalisme magique, tel qu'on l'identifie pour la littérature sud-américaine ou pas Alors, vraiment? il y a une, comment dire, on peut être tenté de présenter Wumi comme un adepte du réalisme magique, mais je pense que c'est un petit peu différent. Il a des aspects presque encyclopédiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matériaux qu'il consulte et qui ensuite se retrouvent dans son roman. Il a un autre roman qui n'a pas été traduit en français encore. On parle beaucoup de bicyclettes. Et donc, il y a toute une description des modèles de bicyclettes de l'époque, etc. C'est très, très fouillé et presque encyclopédique. Et donc, rien à voir avec du réalisme magique, vraiment. Et puis, surtout, je pense que ce qui est intéressant avec lui, c'est que il y a une vision de la relation que les hommes entretiennent entre eux et avec la nature et avec tous les êtres vivants, les animaux, les plantes, même la géographie. Et donc, cette idée de mise en relation, elle est très séduisante. Et je pense qu'elle va au-delà du réalisme magique tel qu'on l'entend habituellement. Est-ce qu'il est représentatif d'une littérature taïwanaise ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment particulier à sa littérature? Je pense que Wu Mingyi, il a des aspects très personnels parce qu'il a commencé par ce qu'on appelle en anglais du nature writing, donc vraiment des écrits de description de la nature. Il a également écrit des sanwen qui sont un genre littéraire assez populaire dans le monde sinophone, qui est une sorte de prose, d'essai avec des aspects autobiographiques. Donc il a une diversité de genres. On connaît en français surtout ses romans, hein, c'est ce qui a été traduit, mais il a écrit beaucoup d'autres choses et bien d'autres choses. Et puis il a aussi, à côté de son œuvre, milité pour l'environnement. Il fait de la photographie. Voilà, il fait des choses très différentes. Il y a d'autres auteurs taïwanais qui sont assez sensibles aux questions environnementales, ça c'est vrai. Mais je pense que à Taïwan, chaque auteur a quand même une sorte de singularité assez forte. Et il y a peut-être qu'il fut un temps à Taïwan où on pouvait parler de courants littéraires. Il y avait un courant moderniste, un courant qu'on appelle la littérature du terroir. Ça, c'était dans les années 60-70, début des années 80. Mais je pense que depuis les années 90, les choses ont un peu éclaté. Il y a des auteurs avec des profils assez singuliers qui aussi sont dans des genres très différents les uns des autres et dans des imaginaires très différents. Et donc, je dirais pas qu'il a fait école. Par contre, c'est quelqu'un qui, à Taïwan, est très populaire. Et si on va au Salon du Livre de Taipei une fois par an, c'est au mois de février en général, si Wu Mingyi vient faire une conférence, il y a énormément de visiteurs qui sont là pour l'écouter. D'accord. Et justement, en parlant de l'éclatement de la littérature taïwanaise, on peut parler des anthologies auxquelles tu as participé. Et d'abord, le hors-série taïwanais de la revue Gentahü, une anthologie construite sur un choix de texte qui a été fait par le Centre culturel de Taïwan à Paris et par donc Jérôme Bouchot, le créateur de Lettres de Malaisie que tu évoquais plus tôt. Il y a 19 auteurs de toutes les générations. Le plus âgé est le poète Lo Fu, né en Chine en 1928, et le plus jeune, Zhu Yuxun, né en 1988 et diplômé de littérature taïwanaise. Et je suppose que c'était une notion qui était sans doute récente quand il était diplômé de littérature taïwanaise et qui n'existait certainement pas quand justement Lo Fu a commencé à écrire. On a un peu parlé de ce que c'était la littérature taïwanaise, mais dans un XXe siècle qui a vu Taïwan changer plusieurs fois de régime et même de langue, comment on peut justement donner une sorte de définition de ce concept très vague et très flou? Alors, moi, je suis assez mal qualifié pour donner des définitions. Par contre, je suis en train de lire un ouvrage sur le cinéma taïwanais qu'a écrit une chercheuse française qui s'appelle Wafa Germani, livre qui vient de paraître. Et elle explique dans l'introduction ou dans les premières pages que son propos n'est pas de définir ce que serait un cinéma taïwanais pur, ni de dire quel cinéaste, quel réalisateur serait plus taïwanais qu'un autre. Et donc son livre porte sur le cinéma produit à Taïwan au fil des décennies, y compris commencé par la période où Taïwan était
administrée par l'empire mandchou des Qing et puis par le Japon pendant les 50 ans de colonisation. Et je crois que c'est la même approche qu'adoptent la plupart des traducteurs ou des spécialistes de la littérature taïwanaise, une approche assez large, de dire tout ce qui a été écrit à Taïwan ou par des Taïwanais, même s'il y a aussi un aspect de diaspora, puisque les Taïwanais, au fil des générations, ont été étudiés au Japon quand c'était une colonie japonaise, certains s'y sont installés. Ensuite, après-guerre, d'autres ont fui la dictature et sont partis surtout en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, pour... donc on parlait de Lo Fu tout à l'heure, il me semble que c'est quelqu'un qui a vécu longtemps au Canada, si je dis pas de bêtises. Et puis, on parlait aussi de Bai Shen-yong. Bai Shen-yong, il est installé, en tout cas, de manière assez permanente en Californie. Donc, c'est des époques où les auteurs certains auteurs sont partis aussi pour des raisons d'air plus libre et plus facile à respirer. Donc ça continue aujourd'hui. Il y a des auteurs taïwanais qui vivent en Europe, au Canada, dans différentes régions du monde et qui continuent par contre à avoir un lien avec Taïwan dans leur littérature. Donc le site, moi j'ai pris cette approche-là, très large. Je prends tout. C'est pas à moi de décider ce qui est taïwanais, ce qui ne l'est pas. Il y a sûrement des Taïwanais qui jugent que certains auteurs sont plutôt des auteurs chinois qui ont passé quelques années à Taïwan ou qui finalement n'y ont pas créé beaucoup de liens. Mais à partir du moment où un auteur a publié à Taïwan, je l'ai inclus, et qu'il est ensuite traduit en français, je l'ai inclus dans le site Lettres de Taïwan. Je pense que c'est aussi la même vision que propose une anthologie historique de la prose romanesque taïwanaise moderne qui a été publiée il y a quelques années sous la direction d'Angèle Pinault et Isabelle Rabu. Et le premier est très bon volume est d'ailleurs entièrement consacré à la littérature taïwanaise sous la colonisation japonaise. Et on y trouve des nouvelles qui ont été à l'origine écrites en mandarin, en taïwanais, en japonais. Et donc il y a une diversité des langues, effectivement. On sait qu'après la Seconde Guerre mondiale et la prise de contrôle de Taïwan par la République de Chine, le mandarin était a remplacé très rapidement le japonais, en tout cas dans l'enseignement. Et aujourd'hui, le mandarin est la langue parlée par tous, c'est la langue dans laquelle s'écrit la plupart de la littérature taïwanaise, mais pas seulement. Il y a aussi des démarches individuelles plus rares d'auteurs qui écrivent soit en taïwanais, soit en hakka, soit dans des langues autochtones. Donc c'est cette diversité aussi qu'il est bon de faire rejaillir. Je pense aussi dans la traduction, parce que ça, c'est une question qui se pose même pour les traducteurs, parce que dans un même texte, il peut y avoir différentes langues, notamment dans les dialogues d'un roman. On peut passer du mandarin au taïwanais ou à d'autres langues. Donc c'est très intéressant. C'est aussi un défi pour les traducteurs. Ça oblige justement à une vraie différenciation d'être traducteur de Taïwan par rapport à traducteur de Chine, de littérature de Chine, puisqu'il faut apprendre au moins si ce n'est maîtriser, à se familiariser avec les langues indigènes, avec le hakka, avec le minnan, qui est le taïwanais, etc. Oui, puis le mandarin lui-même n'est pas le même, est différent. Il y a des usages différents, des tournures différentes. C'est pas du tout ma spécialité, puisque mon mandarin n'est pas suffisant pour pouvoir lire, par exemple, un livre directement dans la langue où il a été écrit. C'est pour ça que j'ai tant besoin des traductions et des traducteurs. Et que c'est pour ça aussi que j'ai créé ce site, parce que je prenais le point de vue du lecteur qui peut-être arrive à déchiffrer quelque chose, mais n'est pas capable de lire un livre, un roman entier en mandarin. Donc ça, c'est une chose importante. Alors, pour revenir à la question sur la littérature taïwanaise et sa définition, j'ajouterais aussi que on peut parler de littérature nationale, à mon avis, qu'à partir du moment où il y a une transmission entre générations. Et la difficulté à Taïwan, c'est que il y a eu la coupure du passage de la colonie japonaise à la République de Chine, coupure politique, linguistique, assez brutale, parce qu'elle s'est faite en quelques années seulement. Et beaucoup de bibliothèques qui avaient été constituées peut-être en japonais n'ont plus servi ensuite.
ou seulement à la personne qui pouvait encore lire le japonais, mais pas à ses enfants ni à ses petits-enfants. De la même manière, des Chinois venus ayant suivi l'armée nationaliste à Taïwan ont dû laisser derrière eux en Chine beaucoup de leurs biens, de leur bibliothèque, et sont peut-être arrivés à Taïwan avec très peu d'ouvrages sous le bras. Et donc, il y a eu aussi sans doute pour eux une difficulté à transmettre des choses. Et ajouté à cela, il y a eu toute la période de la dictature, où certains livres étaient interdits, il y a eu une censure importante, ce qui fait que la littérature produite à Taïwan avant 1945 n'était pas connue, en fait, des Taïwanais eux-mêmes. Et certains auteurs que j'ai pu interviewer pour l'aide de Taïwan, je pense à Ali Hang, qui est une autrice, assez féministe et qui n'a pas la langue dans sa poche. Et elle a raconté qu'elle avait découvert certains écrits, certains récits écrits pendant la colonisation japonaise seulement une fois qu'elle a été aux États-Unis pour y suivre des études littéraires. Et qu'avant cela, elle ignorait même complètement l'existence de ces textes. Donc la différence, c'est qu'avec la démocratisation de Taïwan, aujourd'hui, il n'y a plus de limite à cette transmission. Et il y a eu au fil des ans une redécouverte par les Taïwanais, par les auteurs eux-mêmes, par les lecteurs également, de tout ce qu'ils ignoraient avant et qui est relu avec l'appellation de littérature taïwanaise aujourd'hui. Donc ça crée un corpus de textes qui peut aussi se faire écho les uns les autres. Les auteurs actuels font référence à des écrits ou des auteurs de Taïwan, mais qui étaient inconnus de la plupart des gens il y a 40 ou 50 ans. Et est-ce que, puisque c'était des anthologies de nouvelles sur lesquelles tu as travaillé, est-ce que le genre de la nouvelle, en tout cas dans la littérature contemporaine et moderne taïwanaise, est quelque chose plus important, en tout cas qui aurait peut-être plus de lettres de noblesse à Taïwan qu'en France, puisque c'est un genre un peu délaissé en France depuis à peu près un siècle, surtout que les prix littéraires français font la part belle à l'hégémonie du roman et pas de la nouvelle. Et chaque pays a ses marottes, sans doute. Ce qui est certain, c'est que la nouvelle, dans le monde sinophone, c'est pas seulement à Taïwan, la nouvelle est respectée, et également parfois un passage obligé pour de jeunes auteurs. Mais ça reste un genre qui est pratiqué, y compris par des auteurs reconnus. Donc c'est pas quelque chose qui serait seulement passager ou formateur. Tu parlais de Bai Shen-yang, c'est le jour et la nuit. Il a ces deux grandes œuvres traduites en français, Garçon de cristal, qui est un pavé de je ne sais combien, 800 pages, et puis Jean de Taipei, qui là sont des nouvelles de 4-5 pages chacune, des nouvelles même assez courtes. Ça a été un des premiers auteurs taïwanais traduit en français. Il a été traduit par André Lévy. Qui était un traducteur de chinois classique, enfin de littérature classique chinoise. Qui a traduit beaucoup de choses. Bon, c'est aussi le premier auteur finalement que j'ai lu, donc j'ai toujours une petite tendresse. Et il a eu la gentillesse d'accorder une interview aussi au site Lettres de Taïwan. Donc c'est un auteur important pour Taïwan et qui a su rester, même s'il n'a pas publié de manière importante récemment, il s'est engagé dans d'autres aspects comme la promotion du théâtre classique, enfin de l'opéra traditionnel. Il a également participé à des adaptations télévisées et sur scène de ses œuvres, dont Garçon de cristal, qui a été monté il y a quelques années au théâtre à Taïwan. Et donc c'est intéressant aussi de voir comment des auteurs un peu plus anciens, parce qu'il est assez âgé aujourd'hui, continuent à être appréciés, redécouverts par des générations plus jeunes à Taïwan. Pour dire quand même un mot donc de ces nouvelles de Taïwan chez Magellan et compagnie, moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne anthologie parce que j'ai pas tout aimé. J'ai aimé beaucoup certaines et moins d'autres, et donc c'est très bien puisqu'il y a vraiment des goûts très différents, des styles très différents qui se mélangent, avec des thèmes qui traversent souterrainement toutes les nouvelles, évidemment là aussi traitées différemment. J'en ai vu au moins 2 principaux, la mer, qu'elle soit réelle comme dans Le Pêcheur de Tsai Su-fen, ou métaphorique comme dans Moustique et mer de Gao Yifeng. La nourriture aussi, je vais citer Le couple entraîné dans la boulimie des dégustations de Sabrina Huang,
et le curieux plaisir que prend l'héroïne du frigo de Go Uffen à cuisiner, qui était ma nouvelle préférée, je l'ai trouvée excellente et glaçante, le frigo. Ah ah. Ah ah. Quels sont les thèmes qu'on recherche quand on a pléthore d'auteurs maintenant, puisque les nouvelles de Taïwan, ce sont des nouvelles écrites récemment, contrairement aux anthologies dont on parlait auparavant, et qu'il faut dresser la carte de l'imaginaire contemporain d'un pays qui est quand même aujourd'hui peu connu, Taïwan, surtout comparé à ses voisins, le Japon, la Chine. Alors l'avantage quand on a une collection comme Miniature chez Magellan et compagnie, quand il existe une telle collection, c'est qu'elle a des règles assez précises. Les éditeurs, le directeur de la collection, qui est Pierre Astier, ont mis en place un cadrage assez précis qu'ils attendent. Donc c'est 6 nouvelles, si possible très contemporaines, et pouvant donner une petite idée d'un monde en miniature qui est un pays, en fait, à travers quelques nouvelles. Donc, une certaine diversité, sans doute, mais notamment des autrices, des auteurs. Il y avait le souhait d'avoir un équilibre entre hommes et femmes. Mais au-delà de ça, quelque chose d'assez libre. Donc, un cadre précis, mais quelque chose d'assez libre concernant le contenu. Alors, comme j'ai expliqué, moi, je lis pas le mandarin. Je ne lis pas le mandarin dans le texte. Donc, j'ai mis sur pied une petite équipe d'amis, une traductrice belge qui s'appelle Coraline Jortet, des amies taïwanaises, Iris et Chetier, qui m'ont aidé à choisir ces nouvelles. On avait vu la publication avant d'une nouvelle, effectivement, datant plutôt des années 80, 90. Et donc, on voulait vraiment prendre des nouvelles qui étaient postérieures à l'an 2000 pour assurer vraiment un caractère assez contemporain, assez moderne, même si j'aime pas trop le mot. Et puis en même temps, il y avait la volonté de montrer que Taïwan, c'est pas seulement la ville. La présence de la mer, de l'océan, tient à montrer que Taïwan, c'est une île vaste qui est effectivement, par définition, entourée d'eau, ce qui n'est pas évident dans la culture taïwanaise, il y a toujours eu une certaine prudence. Il y a toujours cette peur de la noyade, de l'eau, peur sans doute bien justifiée parfois. Et pourtant, c'est un pays maritime avec beaucoup de pêcheurs, effectivement. Donc, il y a une nouvelle là, qui se passe dans le contexte d'une pêche en mer. Je pense qu'il y a dans l'imaginaire de certains Européens, de beaucoup d'Européens ou de Français, c'est l'idée d'un Taïwan qui serait une sorte de Hong Kong ou de Singapour. Donc, quelque chose de très urbain, avec des usines, uniquement des usines à semi-conducteurs et des tours, en fait. Hein. Et on sait, quand on vit à Taïwan, que c'est loin d'être... ça n'englobe pas l'ensemble de la réalité, parce qu'il y a des chaînes de montagnes qui montent... avec le plus haut sommet d'Asie de l'Est, hein, c'est plus haut que le Fujiyama, donc il y a énormément de verdure, même en ville. Il y a aussi pour appeler des sorties de ville, ou en tout cas des routes qui s'étendent comme ça dans des paysages un peu désolés, mais où la végétation n'est jamais loin. Donc je pense que cet aspect-là, on voulait vraiment le retraduire dans le choix des nouvelles. Donc c'est pour ça qu'il y a des nouvelles qu'on pourrait qualifier de plus rurales, même si le mot serait un peu exagéré. Par exemple, l'histoire d'un éleveur de pigeons, qu'il y a l'élevage de pigeons. Et puis il y a quand même l'aspect de la ville moderne où les protagonistes sont eux aussi dans une posture assez insulaire, mais insulaire repliés sur eux-mêmes ou avec des difficultés de communication, soit au sein de la famille, soit vis-à-vis de l'extérieur. Donc ça, on le retrouve, je pense, aussi assez bien dans les textes qui ont été choisis. Quand on vit à Taïwan, on voit que ça a quand même beaucoup changé. Moi, je suis pas là depuis 40 ans, mais en une quarantaine d'années, Taïwan a tellement évolué sur le plan des mentalités, de la perception de ce qu'est le pays, de ce qu'est sa culture. Et je crois que choisir des nouvelles qui étaient contemporaines, écrites par des autrices et des auteurs qui sont nés dans les années 60, 70, ça a permis de dresser un petit portrait, sans prétention, de ce pays finalement assez varié et assez divers.
Et justement, pour rester sur la traduction, qu'est-ce qui reste à traduire maintenant sur, sur Taïwan? Toi qui as une bonne connaissance de l'histoire de la traduction. J'ai une bonne connaissance parce que j'ai recensé ce qui avait été traduit, voilà. Je ne suis pas traducteur moi-même, en tout cas pas du chinois vers le français, même si je me suis un tout petit peu essayé à traduire des poèmes très très courts écrits par un jeune auteur taïwanais, un jeune poète taïwanais. Qui sont sur Lettres de Taïwan. Qui sont sur Lettres de Taïwan. Il y a une dizaine de petits poèmes qui sont là. Je m'étais amusé un petit peu à faire ça. Mais alors pour revenir à ta question, on revient sur les traductions. Moi, j'ai l'habitude de dire l'habitude de voir mentalement une littérature que je connais pas comme un paysage plongé dans le brouillard. Et au début des années 90, dans les années 2000, on a vu quelques grands sommets émerger, un petit peu des auteurs importants de la littérature taïwanaise. J'ai cité leur nom tout à l'heure, Liang, Wang Wangxing, Wang Zhongming et d'autres, ou Bai Xianyong. Ils ont émergé à un rythme assez lent, parce qu'il y a eu quelques traductions, peut-être une fois tous les 3 ans, on voyait un livre comme ça apparaître, un auteur nouveau apparaître. Et puis, dans les 15 dernières années, il y a eu une accélération du nombre d'auteurs traduits, grâce notamment au soutien des pouvoirs publics taïwanais. Le ministère de la Culture taïwanais est devenu un vrai ministère. Avant, donc ses budgets ont augmenté, sa politique s'est professionnalisée. Et aujourd'hui, ils sont aussi capables d'accompagner beaucoup plus les ouvrages qui sont traduits une fois leur parution. Ils invitent des auteurs à venir en France ou dans d'autres pays pour promouvoir les livres une fois qu'ils sont parus. Ils aident beaucoup plus à la promotion et à la mise en valeur des ouvrages qui sont traduits. Si on reprend le fil, davantage de traductions ces dernières années, avec aussi une variété d'auteurs qui ont été traduits, tant du point de vue des genres, donc des nouvelles, on l'a vu, des romans, de la science-fiction, du polar un petit peu, de la poésie aussi, et puis des générations différentes d'auteurs, des thèmes différents abordés. Moi, je pense par exemple, on a des romans qui touchent aux questions de genre ou d'homosexualité avec Ji Dawei ou Zhou Maojin, qui était une autrice lesbienne qui s'est suicidée. Il y a 2 de ses ouvrages qui ont été assez récemment traduits en français par Emmanuel Pechnard. On a aussi le polar un peu décalé qui a été traduit, je crois, sous le titre La rue du dragon couché et qui se passe dans un quartier de Taipei. C'est assez désopilant. Et puis, de la poésie, si on parle de poésie, il y a par exemple Chun Li, qui est un auteur de Roi Lien, et qui a été traduit par Marie Laurillard. Marie Laurillard, qui est par ailleurs la directrice de la collection poésie taïwanaise chez Circé, une maison d'édition qui publie beaucoup de poésie. Ça reflète la grande diversité, en fait. On commence à voir apparaître vraiment la diversité de la littérature taïwanaise. Les traducteurs, pour ça, sont essentiels parce que ce sont eux, souvent, qui apportent les projets aux maisons d'édition françaises, qui poussent aussi certains auteurs, et notamment qui permettent d'avoir des traductions successives d'un même auteur, de pouvoir suivre un auteur à travers différents ouvrages et que ce soit pas simplement un coup isolé. Dans ce qui reste à traduire, je pense qu'il y a encore énormément de choses, bien sûr. Il y a encore des livres assez, on va dire, classiques à Taïwan qui ont été traduits en anglais, par exemple, et qui n'ont pas été traduits en français. Et puis, il y a des auteurs, moi, que j'ai découvert grâce à une nouvelle une ou 2 nouvelles, quelques textes très courts traduits et que j'aimerais bien lire plus amplement. Je pense par exemple à Wan Tingguo, dont le livre le cerisier de mon ennemi a été traduit en anglais. Donc ce serait chouette de l'avoir en français. Gan Yaoming, qui a écrit une des nouvelles parues dans les nouvelles de Taïwan, a aussi un très long roman qui s'appelle Tuer les fantômes, et donc des histoires de fantômes qui charrient toute la culture taïwanaise en fait autour du surnaturel. Et c'est un livre, là c'est l'inverse, c'est un livre très long, et je sais que certaines personnes aimeraient bien le traduire, mais encore faut-il en avoir le temps et convaincre une maison d'édition. Oh, merci, c'est vraiment beaucoup d'informations. Juste un mot, pour finir, sur la communauté francophone de Taïwan, peut-être, puisque tu la connais bien, pour dessiner pas seulement Taïwan, mais dessiner un peu les Français qui y vivent. C'est quoi à peu près les profils qu'on retrouve ici?
Tu as un peu dit. J'en ai un peu parlé. Donc, il y a moins de banquiers d'affaires et moins de cadres supérieurs que dans d'autres villes d'Asie, même si ils sont les bienvenus et il n'y a pas d'ostracisme particulier envers eux. Mais il y a beaucoup de Français, et c'est aussi valable pour d'autres communautés, entre guillemets, d'étrangers à Taïwan, qui sont, qui vivent dans la société taïwanaise et qui sont dans des couples binationaux et qui ont pour certains des enfants qui sont scolarisés soit dans les écoles françaises de Taipei, soit dans le système taïwanais. Il y a dans la société taïwanaise tellement de petits endroits, d'interstices où on peut faire des choses. Certains le font de manière professionnelle, peut-être font des métiers ou créent des entreprises auxquelles ils n'auraient jamais pensé s'ils étaient restés en France. Et puis il y a aussi sur le plan culturel, sur le plan de la simple découverte du pays, tellement de choses à explorer. Et puis je pense que ce qui est assez bien partagé, c'est sans doute le cas dans d'autres pays d'Asie où des étrangers ont envie de faire connaître ce pays aux Français restés en France. Mais à Taïwan, je pense que c'est encore plus fort, étant donné la situation très particulière de non-reconnaissance diplomatique du pays. Il y a, je pense, une volonté, même de ceux qui sont là depuis peu de temps, de faire connaître Taïwan. Alors ça passe, certains à l'époque, quand je suis arrivé, ça passait par des blogs. C'est la grande période des blogs. Aujourd'hui, ça passe davantage par YouTube ou par des différentes publications vidéos sur différents formats ou plateformes, mais avec toujours la même idée de partager soit des connaissances sur la cuisine locale, sur les randonnées à faire, ou sur l'histoire du pays, ou sur moi je me suis branché sur la littérature, mais il y a aussi des gens qui ont fait des choses tellement différentes, et à chaque fois, ça permet de faire un peu plus connaître Taïwan. Je trouve que c'est c'est ce qu'on essaie de faire là, en tout cas. Mais aussi, voilà. À Ghost Island Media, aux balades culturelles franco-taïwanaises. Pour dire un mot de conclusion, pour résumer, en fait, on se rend compte que, effectivement, encore une fois, on n'en a pas fini avec le multiculturalisme à Taïwan et encore plus dans sa littérature. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est effectivement que, certes, il y a des Français expatriés à Taïwan, mais tu l'as dit, dans la littérature taïwanaise, il y a eu beaucoup de Taïwanais expatriés dans d'autres parties du monde. Et c'est vrai que Taïwan est un peu un hub aussi dans sa littérature d'influence et de réorganisation d'un monde plus grand que lui-même, que leur propre monde, que leur propre environnement. Oui, c'est plus grand et en même temps, je pense que, en tout cas, une bonne partie de la littérature taïwanaise aujourd'hui est pas centrée. Enfin, Taïwan, c'est à la fois son horizon évident et en même temps, ils se regardent pas le nombril. C'est-à-dire qu'ils ont, quand on lit, on n'est pas enfermé dans des histoires taïwanaises auxquelles on comprend rien, mais c'est une littérature qui est en relation vraiment avec les autres textes, les autres auteurs de plein de pays. Et donc, ça circule, quoi. Le vent circule et ça se sent dans les textes. Le vent circule entre les pages. Et merci beaucoup, Pierre-Yves, d'avoir de rien expliqué tout ça de manière très concise en quelques dizaines de minutes. 40 minutes. Merci pour votre écoute. On espère que cette interview vous aura plu. Pour tout savoir de la littérature taïwanaise, le site de Pierre-Yves Beaubry est lettresdetaïwan.com. Le hors-série Taïwan de la revue Gentahü, j'ai vérifié, est toujours disponible sur la boutique en ligne des éditions Gentahü. Il suffit de taper éditions Gentahü sur Google. Et l'anthologie Nouvelles de Taïwan se trouve en librairie, j'ai aussi vérifié. Et puisqu'on parle de littérature, j'en profite pour glisser une annonce. L'édition 2024 du Festival de l'édition indépendante de Taipei, le Guling Street Books and Creative Bazaar, aura lieu les 14 et 15 décembre. Donc si vous êtes à Taipei, nous aussi on y sera avec Ghost Island Media. Et moi j'y serai à titre personnel aussi avec ma maison d'édition Passepartout. Il y aura des surprises que j'annonce pas tout de suite. C'était Aurélien Rossanino pour Ghost Island Media. Au montage, Wensai. Productrice exécutive, Émilie Y. Wu. À bientôt pour la prochaine interview.